Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous dans Nos paroisses ont du talent, l'émission qui regarde fleurir les talents, semés dans le cœur des hommes par leur foi. Ce soir, nous voici à 19 km à l'ouest d'Angoulême, en direction de Cognac. Nous avons fait un pas de côté en quittant la nationale 141 pour nous retrouver au milieu des vignes de l'appellation Finbois. Ce charmant village qui nous accueille ce soir, c'est Mérignac. Et si on se penche sur les ondes de la Guirlande qui coule non loin d'ici, on pourrait presque entendre l'écho de l'abbaye de Bassac, située à quelques kilomètres. Nous voici donc sous les voûtes de l'église Saint-Pierre, inscrite au monument historique depuis 1925. Elle fait aujourd'hui partie du secteur paroissial Jarnac-Mérignac, un des secteurs de ce doyenné qui a reçu comme curé en septembre dernier le père Jean-François Mondy, que j'ai la joie d'avoir à mes côtés ce soir. Père Jean-François Mondy, bonsoir. Alors, pour témoigner de la vitalité et de l'engagement des gens qui habitent sur ce secteur, nous échangerons avec Madame Elisabeth Dumont, maire de Gondeville, Monsieur Arnaud Morin, viticulteur et organiste, Monsieur Daniel Charbonnier, trésorier de la paroisse et président des Amis de l'Orgue de Mérignac, Madame Agnès Cheminade, directrice à l'école Saint-Pierre de Jarnac, Monsieur Emmanuel Trousselier, directeur général de l'association du Père Le Bidault et président des Amis de l'abbaye de Bassac, ainsi que M. David Richard, en charge de l'art sacré dans le diocèse d'Angoulême et par ailleurs responsable des archives et de la bibliothèque diocésaine et membre des Amis de l'abbaye de Bassac. Bonsoir à tous et à tous, ainsi qu'au public rassemblé dans cette église. Merci. Alors, Père Jean-François Mondy, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, car, comme je le disais dans mon introduction, vous êtes un tout jeune curé de ce secteur et que vous connaissez peut-être pas encore tout à fait, et en tout cas pas encore tout le monde. Cela dit, pourriez-vous nous le présenter en quelques mots? Voilà, alors je suis en effet arrivé dans le secteur mi-septembre, dans le doyenné. Oui, curé, secteur, mais vous allez... curé de 4 secteurs. D'accord. Le secteur donc de Jarnac avec 8 communes, le secteur de Bassac, Mérignac et Saint-Même avec 11 communes, le secteur de Rouillac avec 10 communes et le secteur de Cigogne avec 6 communes. 36 communes, 25 000 habitants. Voilà, donc c'est encore la découverte. Oui, vous êtes un mini-évêque local, quoi, finalement. Non, c'est une plaisanterie. Bien, alors comment est-ce qu'on appréhende son arrivée dans un secteur paroissial aussi important? La difficulté, c'est d'être présent aujourd'hui aux différentes réalités de ces 4 secteurs. Il y a des forces vives avec lesquelles on peut travailler en confiance dans les 4 secteurs. C'est une vraie richesse parce que c'est un doyenné qui vit et qui à la fois a une jeunesse à travers ses membres, à travers les membres de ces communautés, de ces 4 communautés paroissiales, et des liens qui sont bien tissés, que mon prédécesseur, entre autres, avec lui-même ses prédécesseurs, Père Pierre-Marie, a su mettre en œuvre ici. Donc une église vivante avec des gens engagés dans tous les secteurs du service de l'église. Oui. Bon. Et en même temps, ce soir, on va voir que ces gens-là, ils sont aussi actifs dans la vie de tous les jours. Alors cette vie de tous les jours, de quoi vit-on dans ce secteur? Viticulture, dites-nous. Essentiellement, nous sommes dans le pays du Cognac. Donc vous voyez de quoi on peut vivre, mais pas que, puisque ce soir, nous ne pourrons pas faire le tour de nos différentes paroisses, des 4 paroisses. Il faudra venir pour découvrir Rouillac et Cigogne plus tard. Mais le sud, c'est-à-dire Jarnac et Bassac-Mérignac, Saint-Même, la paroisse Sainte-Thérèse, on connaît, il y a pour la plupart, c'est le vignoble. Et puis, plus on s'élève vers le nord, et moins il y a de vignes. Bien. Le secteur de Cigogne est encore marqué par la viticulture, et puis Jarnac avec toutes les maisons de cognac, les chais de cognac. Bien. Merci Père Jean-François Mondy, on peut vous applaudir.
Alors maintenant, je vais demander à Madame Elisabeth Dumont de venir jusqu'au micro ici. Ah oui, vous prenez celui de Jean-François, très bien. Alors, vous êtes maire de Gondeville et paroissienne de ce secteur. Comme vous le savez, cette émission est là pour montrer que les chrétiens ne sont pas que dans les églises, mais rayonnent dans de nombreux pans associatifs ou autres de notre société. Alors vous, c'est en tant qu'élu et maire que vous œuvrez. Alors pourriez-vous nous dire les racines de votre engagement dans la chose publique et comment votre foi est à l'œuvre dans votre agir ? Alors bonsoir à tous. En effet, je suis maire de Gondeville depuis 2014. Voilà, vous savez que le devoir des communes est régi par la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et au nom du principe de laïcité aussi, nous devons entretenir le bâtiment Église. Alors nous le faisons le mieux que nous pouvons avec les fonds que nous avons aussi. Donc concrètement, on n'intervient pas dans les affaires religieuses. Néanmoins, j'ai grandi dans une famille qui m'a donné des valeurs et dont les valeurs chrétiennes. Et j'avoue qu'au quotidien, ces valeurs me permettent d'avancer et j'essaie de les mettre à profit dans mes missions. Je m'explique. Lorsque vous traitez des ressources humaines avec vos agents communaux, lorsque vous recevez des dossiers sociaux, lorsque vous recevez des personnes dans le besoin, vous êtes attentif à leurs besoins, à leurs demandes. Vous êtes dans l'écoute, dans l'empathie, le respect. Et donc vous êtes dans une recherche de consensus lorsqu'il y a des situations un peu conflictuelles aussi entre les voisins, ce qui peut arriver. Je suis mère et mère, c'est-à-dire que je suis aussi maman de 2 enfants et j'essaie de transmettre ces mêmes valeurs aux miens. Voilà, à la fois du don de soi et accomplir une mission auprès des autres avant de l'accomplir pour soi-même. Oui, j'allais dire que c'est presque une tradition familiale puisque vous m'avez dit que votre maman était élue déjà ou votre Complètement, papa, c'est vrai. J'ai dû tomber dans la marmite des élus depuis ma tendre enfance. Mon grand-père était un maire aussi engagé en Charente et ma maman est toujours maire d'une commune du Nord-Charente. Bien, écoutez, merci de ce beau témoignage parce que c'est pas sans doute si simple, comme vous le disiez, de pouvoir faire attention à rester en retrait de sa foi, sans trop le montrer, mais en l'ayant en toile de fond pour votre agir au quotidien. C'est ça, agir discrètement, secrètement, mais avec l'ambition de donner le mieux possible. Merci beaucoup à vous, on peut vous applaudir. Alors, monsieur Arnaud Morin, vous êtes viticulteur et organiste dans cette même église de Mérignac. Je sais que vous avez eu une autre vie avant de revenir sur les terres familiales. Qu'est-ce qui vous a conduit à prendre cette charge d'organiste ? Eh bien écoutez, bonjour déjà. Bonjour. Vous voyez, la musique me tient beaucoup à cœur. Quand j'étais organiste à Jarnac et à Mérignac, et je le suis toujours d'ailleurs, j'allais plus à la célébration aux messes par principe et non par vraiment foi catholique. Et à force d'écouter les gens prier, quand je finis un morceau, j'entends un espèce de climat de prière et ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis finalement aperçu que la musique, ce n'est pas que des notes, une ambiance ou une atmosphère, c'est aussi une aide à la prière. Et j'ai pris beaucoup d'importance après cela, après cette déduction, qu'il faut vraiment faire attention à la musique que l'on joue. Et je pense que la musique, c'est aussi un don de l'esprit. Nous devons beaucoup, vous voyez, à saint Ambroise, qui a su apporter les chants, bien avant Saint Grégoire d'ailleurs, qui a su apporter la musique dans les églises à l'époque de la Rome byzantine et la Rome occidentale également. Et finalement, j'ai donc poursuivi une formation plus avancée sur l'orgue, la fonction d'organisme, mais aussi de composition, d'écriture, d'harmonie, voilà, que je dois, et de basse continue également, de clavecin. Enfin voilà, j'essaye de vraiment me perfectionner pour donner mon maximum quand je joue aux célébrations, car pour moi, la musique, c'est vraiment une aide à la prière, et une prière par elle-même d'ailleurs. Parce que vous voyez, la musique, c'est vraiment un don de l'esprit, ça. On vous écouterait des heures, et ça vous a permis d'avancer vous-même dans la foi.
Comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. En fait, si vous voulez, il y a 3 ans maintenant, j'ai reçu ma confirmation à Jarnac. Et c'est un événement vraiment important pour moi parce que c'est pas l'aboutissement de ma foi, puisque j'ai envie d'aller encore plus loin dans ma foi catholique, mais c'est une marque et un événement important pour moi, en tout cas, oui. Bien, merci de ce beau témoignage. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter tout à l'heure? Eh bien, écoutez, alors, j'ai parlé de don de l'Esprit Saint, je vais parler aussi d'opéra. Il est vrai que l'opéra n'est peut-être pas forcément associé à une vie de paroisse, mais voyez-vous, il y a des compositeurs qui ont donné toute leur vie et toute leur force à créer des œuvres, et je vais vous jouer justement une passacaille de Lully. Alors, une passacaille, en fait, c'est une danse où il y a une basse obstinée. La basse, ce sera Ré, Do, Si, La. Voilà. Et après ce morceau-là, je vais poursuivre en improvisant dans le style baroque, donc dans le style de l'époque. Vous verrez peut-être la transition entre Lully et Arnaud Morin, vous verrez. Voilà. Et voilà. Donc bonne écoute en tout cas. Quelle belle transition. On vous écoutera tout à l'heure. Maintenant, on va vous laisser rejoindre votre orgue qui est à l'autre bout de l'église, évidemment, sur la tribune. Et on vous applaudit déjà. On vous applaudira après. Merci Arnaud. Je vais demander à monsieur Daniel Charbonnier, alors vous allez justement nous parler de l'orgue. Vous êtes retraité, trésorier de la paroisse et président des Amis de l'orgue Mutin Cavaille-École. Ça, c'est la marque, on va dire, le fabricant. Et alors, avant d'entendre Arnaud jouer, pourriez-vous nous dire pourquoi et comment cet instrument est arrivé là? Alors, cet orgue a été construit en 1923 par Charles Mutin, successeur d'Aristide Cavaille-École, et ceci pour l'abbaye de Chantelle dans l'Allier. Et en 1979, cet orgue est mis en vente. Et le père Essot, curé récemment arrivé à Mérignac, passionné par la musique, découvre cette annonce sur un journal local spécialisé et va voir cet orgue dans l'espoir. Et malheureusement, il y avait d'autres acquéreurs. Il y en avait déjà 7 qui avaient postulé. Et le hasard voulait que la mère abbesse de l'abbaye de Chantelle était originaire de Charente. Et c'est pas le hasard, c'est la providence là-dessus. La providence, certainement. Ce qui fait que le choix s'est porté pour Mérignac. Et donc, cet orgue est arrivé en 1979 et a été installé. En 1981, cet orgue a été installé et a vécu bon an mal an avec pas mal de douleurs quand même. Et en 2004, la municipalité décide de monter une association, de créer une association que je préside. Et cette association a essayé de collecter des fonds, de voir les différentes collectivités, que ce soit la région, département, conseil général, sénateur, j'en passe et les meilleurs, et des paroissiens, des entreprises locales. Et en 2014, après l'appel d'offres lancé, cet orgue a été démonté de la tribune. La tribune a été vidée. Et l'orgue est parti à Ténezé dans les Deux-Sèvres. C'est Jean-Pascal Villard qui avait remporté le marché. Et pendant l'absence de cet orgue, la tribune a été restaurée, rénovée, mise aux normes, parce que là aussi il y avait un grand besoin. Et au bout d'un an, en octobre 2014, l'orgue est revenu tout doucement. Et Jean-Pascal Villard a mis 6 mois pour le remonter, l'harmoniser. Et cet orgue a été inauguré en juin suivant. Voilà. Et cet orgue ne sert pas que pour les cérémonies religieuses. Il y a des cours d'orgue qui sont donnés ici, il y a des concerts qui sont donnés ici. L'école départementale de musique est installée ici maintenant depuis 2 ans. L'antenne de Jarnac vient ici, le professeur d'orgue vient tous les mercredis avec ses élèves. Et tous les mercredis matins, donc, il y a un orgue. Bien. Et puis des concerts de temps en temps. Frédéric Ledroit va venir bientôt, je crois. Comment ? Frédéric Ledroit va sans doute venir bientôt. Frédéric Ledroit viendra ici, l'organiste de la cathédrale d'Angoulême, viendra pour le festival d'orgue en Charente, viendra ici le 6 mai, le dimanche 6 mai à 18h. Voilà, écoutez, la date est prise, vous avez beaucoup de chance, c'est une très belle église, elle est bien éclairée, chauffée, très bien entretenue, et vous avez un orgue magnifique. On vous applaudit, merci monsieur Daniel Charbonnier.
Alors nous allons maintenant entendre Arnaud Morat nous interpréter une œuvre donc de Lully et une improvisation sur ce thème. Arnaud, c'est à vous sur RCF Charente. Bravo et merci Arnaud pour cette passacaille de Lully et votre interprétation après sur ce thème. Nous sommes bien sûr RCF Charente, dans l'église de Mérignac, sur la route de Cognac, avec des gens du secteur paroissial. Et nous allons continuer nos écoutes de témoignages avec Madame Agnès Cheminade. Alors vous êtes une des directrices de l'ensemble de l'école et le collège Saint-Pierre à Jarnac. Pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené là et l'idée de vous investir dans les principes éducatifs d'une congrégation? C'est une question un peu compliquée, mais ça veut dire d'où venez-vous et pourquoi avoir choisi une congrégation comme tuteur de votre façon d'enseigner? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc effectivement, je suis une des deux directrices de l'ensemble Saint-Pierre, qui est constitué effectivement d'un collège, d'une école et d'un collège. Ma collègue, Madame Stromanger, c'est déjà un plaisir de travailler à deux. Notre école est une école sous contrat d'association et sous tutelle congréganiste. Alors ça, vous allez nous expliquer, parce que contrat d'association, on voit, mais sous tutelle congréganiste, c'est pas des gros mots, mais vous allez nous expliquer. Donc nous sommes sous la tutelle des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-d'Antibes de Tourret. Donc pour ma part, j'ai toujours fait le choix, depuis toujours, de travailler dans l'enseignement catholique. Tout simplement parce que le projet de l'enseignement catholique est quelque chose qui me parle, l'accueil de la personne, la reconnaissance de la personne. Il y a maintenant 12 ans, j'ai fait la connaissance d'une congrégation qui est un peu plus connue ici en Charente, les Sœurs de Sainte-Marthe. Tout simplement parce qu'elles m'avaient confié un de leurs établissements. Et être sous tutelle congréganiste, ça veut dire tout simplement transmettre des valeurs qui sont chères à la congrégation. Pour les Sœurs de Sainte-Marthe, il y a 2 ans de ça, 3 ans, on fusionnait avec les Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-d'Antibes. Donc on se doute bien que si elles ont fusionné, c'est que nous retrouvons à peu près les mêmes valeurs. Et la valeur très profonde de notre congrégation, c'est être au service d'eux. Aller là où on nous appelle et où on a besoin. On les retrouve au sein des écoles, au sein des hôpitaux et au sein aussi de maisons d'accueil des plus démunis. Donc il est évident pour moi qu'accueillir un petit enfant, ça a tout son sens puisqu'on doit l'aider à se développer pour devenir l'homme qu'il sera demain en toute confiance. Et d'ailleurs, la confiance va être certainement le mot-clé
de notre projet éducatif que nous sommes en train de réécrire. Travailler en confiance, œuvrer dans la confiance et faire confiance. Faire confiance aux jeunes enfants que nous accueillons. Oui, les considérer comme une personne en devenir. Enfin, les considérer déjà, comme une d'ailleurs. personne en devenir, les considérer en part entière, les considérer comme personnes, avoir un regard sur eux de bienveillance, leur permettre l'erreur, leur permettre d'apprendre et leur permettre de se développer. Nous ne demandons pas à nos élèves d'être les meilleurs, nous demandons tout simplement à ce qu'ils développent ce qu'il y a de mieux en eux et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font et Bien. de ce qu'ils réussissent. Bien. Et quand vous disiez donc la congrégation, elle a quel lien avec vous aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous accompagne? Comment est-ce que vous vous accompagnez sans doute dans un dialogue? Donc je suis assez impliquée dans la tutelle, Voilà. puisque je fais partie, elles m'ont demandé de faire partie du conseil de tutelle. Mais au quotidien, ce sont elles qui me donnent ma ligne de conduite, puisque ce sont elles qui m'ont donné ce que l'on appelle pour un chef d'établissement la lettre de mission. Ce sont elles qui me donnent mon axe de conduite et les objectifs à atteindre pour l'établissement. Bien. Donc, vous êtes heureuse dans ce que vous faites. C'est un choix. Mais alors, si demain, elles vous disent « mais on a besoin de vous ailleurs », vous partez ou vous dites « non, je préfère rester en Charente » ou... Je vais réfléchir, puisqu'effectivement, je réfléchirai. Mais effectivement, j'ai d'autres liens personnels qui sont très forts en Charente, puisque je disais bien que j'avais travaillé dans une école de cette congrégation, mais il se trouve que mon mari est charentais. Oui. Donc on a trouvé un entier équilibre à se retrouver sur ses terres à lui, puisqu'il est vraiment de Jarnac. Et j'ai toute ma place. Je pense que j'ai encore un peu de travail à Jarnac. Bon, on sent que vous n'avez pas envie de partir tout de suite. En tout cas, merci de ce beau témoignage. Merci. Et puis de l'harmonie que vous dégagez quand on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant passer la parole à Monsieur David Richard. Nous nous croisons souvent à la maison diocésaine entre la bibliothèque et les archives dont vous êtes responsable. Mais ce soir, vous êtes plus là avec votre casquette de responsable de l'art sacré et des amis de l'abbaye de Bassac. Alors, David, nous avons plus envie de voir l'évolution de ce beau vaisseau de pierre qui est Bassac. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'historique et où nous en sommes aujourd'hui ? Bonsoir Jean-Michel, Bonsoir bonsoir à David. tous. Eh bien, je dirais que Bassac, c'est un peu comme le vaisseau de pierre ici de Mérignac, ou bien la magnifique église de Bouteville dont nous a parlé Madame le maire tout à l'heure. C'est un millefeuille archéologique. Mais au-delà de l'aspect archéologique et culturel, il faut bien imaginer qu'il y a derrière cette stratification architecturale des hommes et des femmes qui ont œuvré et qui ont voulu témoigner de leur foi au travers de ces constructions. Donc bien sûr, aujourd'hui, nous en parlons culturellement, mais je voudrais insister sur cette multitude de générations qui se sont succédées et qui ont apporté leur pierre, comme on dit, à l'édifice. Les premiers à avoir contribué à l'édification de Bassac, c'est un couple, justement, Vardrade, Éric Sandis, seigneur de Jarnac, dont les murs les plus anciens de l'église datent de l'an 1000, ou du moins des années qui suivent l'an 1000. Et ensuite, eh bien, les siècles ont apporté leur lot de gloire, mais aussi d'épreuves et de tourmentes. Donc, lorsque au XIIIe siècle, on ajoute de magnifiques voûtes de pierre sur la nef de l'église, c'est un temps de gloire. À cette époque, l'abbatiale dépend du grand réseau clunisien. Mais lorsque, à la fin du Moyen-Âge, on reconstruit le cloître dans lequel vivent les moines bénédictins, ils sont une douzaine, eh bien, c'est parce qu'il y a eu plusieurs décennies de destruction dans le cadre des guerres de 100 ans. Puis arrivent ensuite les guerres de religion, qui sont à nouveau une période très difficile, qui va voir se disloquer la communauté monastique. Mais là encore, un homme va reprendre les choses en main, le prieur Étienne Hiléret. Puis, l'abbaye est affiliée à la congrégation des moines bénédictins réformés de Saint-Maur, dont la maison mère est à Saint-Germain-des-Prés à Paris, et ils vont réaliser une grande œuvre de restauration à la fois spirituelle et matérielle de l'abbaye, donc en remettant en ordre à la fois la vie monastique, la vie liturgique des lieux, mais également en reconstruisant l'ensemble des bâtiments conventuels et en dotant l'église abbatiale d'un superbe mobilier de style baroque que l'on peut encore voir aujourd'hui, ce qui est un
un atout extraordinaire dans nos églises charentaises qui sont parfois pauvres en mobilier. Ça n'est pas le cas à Bassac. Puis arrive la tourmente révolutionnaire et pendant une longue période, entre 1791 et 1947, l'abbaye perd toute vie religieuse, hormis l'église qui est devenue entre-temps l'église paroissiale. Et arrive le père Gabriel Martin, à nouveau un homme, une figure, venu de Vendée, terre missionnaire de Charente accueille un missionnaire vendéen et les frères missionnaires de Sainte-Thérèse ont leur maison mère à Bassac. D'ailleurs, leur fondateur, le père Gabriel Martin, est inhumé derrière l'autel de la chapelle Sainte-Thérèse. D'ailleurs, si la paroisse aujourd'hui, Bassac, Mérignac, Saint-Même, s'appelle Sainte-Thérèse, c'est bien grâce à cette présence du père Gabriel Martin qui avait entendu la petite voix de Sainte-Thérèse et qui a fait le choix de venir dans une terre missionnaire et de convertir les Charentais par cette petite voix. Et c'est vrai que les frères missionnaires de Sainte-Thérèse, de 1947 jusqu'à 2012, ont fait vivre l'abbaye de Bassac, en s'appuyant également sur l'association des Amis de l'abbaye qui œuvre encore aujourd'hui pour l'animation et la valorisation des lieux. Eh bien, merci, ce beau témoignage historique. On a fait une remontée dans le temps. On peut vous applaudir, David. Alors, monsieur Emmanuel Trousselier, en dehors de votre travail de directeur général de l'association du Père Le Bidault, vous êtes ici ce soir en votre qualité de président des Amis de l'abbaye de Bassac, avec lettre de mission de notre évêque pour le nouveau projet de cette abbaye. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ce soir ? Alors, effectivement, depuis le départ des frères missionnaires de Sainte-Thérèse, nous sommes au travail. Et puis, on va dire depuis surtout 2 ans, avec l'arrivée du Père Gosselin, nous avons reçu une lettre de mission pour avancer sur ce projet de nouveau centre culturel et spirituel. Alors, c'est un projet différent, puisqu'il n'y aura pas de communauté, de congrégation, de communauté religieuse sur place. Ça veut dire que c'est un lieu qui sera porté par des laïcs, mais qui restera avant tout dans cette dimension spirituelle. En tout cas, l'objectif, c'est bien de créer un centre culturel et spirituel sur une thématique originale, puisque c'est autour de la thématique du temps. Alors c'est aussi en lien avec ces 1000 ans d'histoire, David vient d'en parler. Je ne vais pas dire qu'on va parler des 1000 ans à venir, mais l'objectif c'est bien, dans une société aujourd'hui qui court après le temps, de venir se ressourcer dans ce lieu, de pouvoir prendre le temps de réfléchir, de se nourrir spirituellement. Voilà un petit peu notre projet aujourd'hui, avec un énorme défi, puisque bien sûr, quand on recrée ce genre, dans ce genre de lieu, un projet de ce type-là, eh bien, il faut rénover le lieu et le mettre aux normes. Et c'est le défi aussi financier qu'il va falloir relever pour pouvoir créer ce centre culturel et spirituel. Bien, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette équipe de laïcs missionnés par le Père Gosselin, l'abbaye, dans quelques temps, va pouvoir ouvrir pour des retraites, pour des moments où on a envie de se mettre à l'écart, prendre le temps avec le temps. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, avec une première phase pour 2020, une première tranche. On n'aura pas tout reconstruit, mais redémarrer ce centre avec une partie partielle d'hébergement en 2020, et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des fonds que nous collecterons, eh bien, on continuera de rénover pour un accueil optimal dans les années à venir. Eh bien, écoutez, on vous souhaite bon vent, merci pour ce témoignage, et puis on vous dit sans doute à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut vous applaudir. Bien, Père Jean-François Mondy, on va vous remercier de nous avoir accueillis à Mérignac. On a été très très bien reçus. Et puis, on vous retrouvera sans doute dans une autre émission bientôt sur un autre secteur de votre grand domaine et doyenné. Voilà. Quand vous voudrez. Avec notre défi, c'est de non pas seulement faire vivre des pierres, mais d'annoncer l'Évangile. Et nous sortons d'une semaine intense missionnaire dans le secteur de Rouillac. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission ce soir. Merci à vous. Au revoir.